Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Le sponsor de ce mois-ci est Iconosquare, une plateforme française qui simplifie la gestion de vos réseaux sociaux. Pour beaucoup d'entre vous, l'analyse de la performance sur tous vos comptes sociaux, ça prend beaucoup de temps et ça part souvent dans tous les sens. En prenant ne serait-ce qu'un essai gratuit sur Iconosquare, vous allez pouvoir extraire des rapports détaillés et mieux comprendre où vous en êtes, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok ou même LinkedIn. J'ai choisi ce sponsor parce que j'adore la plateforme, je l'utilise moi-même et surtout c'est une équipe hyper sympa et je sais qu'il le mérite. Vous trouverez le lien pour tester Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'accueille Babor l'éléphant qui est auteur et créateur de contenu et on va descendre ensemble le sujet comment créer du contenu sur YouTube, les 4 phases de développement vidéo. Salut Babor, comment ça va ? Salut Macaro, comment tu vas ? Je suis hyper contente de te réaccueillir dans le podcast. En plus, il y a beaucoup de questions en ce moment qui se posent sur YouTube. Toi, tu viens de sortir un format web-série, ImoBuzz. Est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots comment ça s'articule ? Alors, web-série, c'est très boomer, mais je te l'accorde, il n'y a pas de souci. C'est une émission qu'on sort toutes les semaines, donc on a 8 minutes environ de contenu à produire par semaine et avec un budget très restreint. Et donc, c'est vraiment toute une organisation du début à la fin. On a une équipe de 4 à 5 personnes. En écriture, on est 4 avec un directeur d'écriture. Comme l'économie est assez restreinte, on essaye de faire le maximum en un minimum de jours. L'écriture pour 4 épisodes, pour tous les épisodes du mois, on va dire que c'est à peu près 2 jours, 2 jours et demi. Et puis après, on affine parfois un petit peu sur la durée, quoi. Et après les tournages, on essaye de tourner 4 épisodes en 2 jours. Donc ça fait quand même des grosses journées, mais on est assez efficace. Maintenant, on commence à prendre une certaine habitude. On en est au 6e ou 7e épisode, je sais plus. Donc on commence quand même à capter le truc. On s'arrange techniquement pour que toutes les séquences tournées sur fond vert soient faites la même matinée, que tous les lancements du présentateur des 4 émissions soient faites au même moment, ce genre de choses, quoi. Mais c'est vraiment de beaucoup mutualiser pour rentabiliser notre temps. Le batching, c'est-à-dire faire les choses groupées au maximum, surtout quand on est en train de faire des tâches comme ça où il y a potentiellement du matériel de convoquer, des savoir-faire qui sont spécifiques. Je précise que Caro m'avait dit de pas trop faire d'anglicisme. Voilà, c'est elle qui balance comme ça le mot batching. Je le connaissais dans le batch cooking, tu sais, quand tu fais genre plein d'oignons que tu découpes et puis que tu congèles pour pas avoir à découper des oignons et pleurer à chaque fois. Voilà, pardon pour cette anecdote culinaire. Pour le coup, j'avais aussi dit que je dirais pas web-série et puis ça m'a complètement échappé. Je plaide coupable. On va rentrer dans le cœur de l'épisode avec du coup les 4 étapes de développement en termes d'écriture. Du coup, sur une web série comme ça, est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi les dessous quand tu es auteur YouTube? Toi, ça fait des années que tu fais ça et sur plusieurs plateformes sociales confondues. Comment est-ce que tu t'organises dans l'écriture? Qu'est-ce que tu scriptes? Est-ce que tu scriptes 5-6 épisodes d'avance? Est-ce que tu scriptes une saison entière? Comment ça se passe les coulisses? Non, saison, ce serait un peu prétentieux de dire qu'on a scripté toute la saison. Non, en général, on se fait une session pour le mois qui arrive. En gros, on n'a jamais là, on a 4 épisodes qui sont en cours, qui sont tournés. Et après, on est en train d'écrire les 4 suivants. Donc, on fait par morceau de 4, en fait, par segment de 4, on va dire. Après, qu'est-ce qui est écrit? Nous, on écrit vraiment au maximum. Et après, il y a évidemment beaucoup d'improvisation sur les tournages, mais qui vient s'ajouter à l'écriture. Des fois, on se rend compte que ce qu'on a écrit, c'est beaucoup trop bavard et le comédien va avoir la flemme de tout dire ou le sent mieux d'une autre façon. Et ben qu'il le fasse. Mais au moins, on a toujours cette sécurité d'avoir tout écrit. On peut pas trop se permettre de se dire bon, bah ce sketch-là, on l'improvisera. Ça, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ça peut marcher sur certains formats. On va dire qu'un épisode de 10 minutes. En moyenne, grosso modo, ça te prend combien de temps à produire en termes d'écriture? Si on est efficace, ça peut mettre une demi-journée et demie, quoi. On se fait une première session, on va baliser nos 4 épisodes en se disant, bah là, on écrit une pub sur tel truc, là, on fait un reportage machin, et après, on se répartit les contenus. Vous êtes 4, mais vous intervenez tous les 4 à chaque phase du projet. On brainstorm tous ensemble pour trouver les grandes lignes de chaque épisode. Si par exemple on a un épisode thématique où ça nous arrive, là on prépare un épisode spécial Ukraine, tu vois, bon,
Et après, on se répartit le travail pour ce qui est de faire le détail, parce que c'est plus efficace de brainstormer à plusieurs sur les grandes lignes, mais après, c'est plus efficace quand tu dois, par exemple, faire le dialogue, d'être tout seul, quitte à ce que les autres relisent derrière et repassent pour s'assurer qu'on ait le meilleur texte possible à la fin. Donc, c'est un vrai travail de gestion de projet. J'imagine que tu adores ce mot. En un sens, oui. Comment est-ce que vous vous organisez? Qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu utilises Google Drive? Drive. Franchement, Ouais. l'outil principal, c'est vraiment Google Drive. On est tous sur le même doc et puis comme ça, même si moi je n'écris pas un truc en particulier, que j'ai une idée qui me vient, bon bah je la balance directement, le mec la voit et puis il peut l'intégrer si la blague lui plaît, ce genre de choses. Après moi, à titre personnel, quand j'écris des scripts plus de fiction, je vais utiliser des outils de script, des outils comme Writer Duet ou Final Draft. Mais pas pour ça, pas pour une émission comme ça, il n'y a pas besoin. Et pour trouver l'inspi, pareil, est-ce que tu as des plateformes qui te permettent de te nourrir un peu des actualités? Je sais pas, est-ce que tu regardes par exemple un BuzzSumo avec les articles qui recensent en fait les articles qui sont le plus viraux à un moment T? J'avoue que pas du tout. Moi, je suis de l'actu, on va dire, de manière très normale, principalement par Twitter. Et puis, j'ai un petit abonnement au Monde. C'est comme ça que je suis mon actu. Mon actu, elle est très réseaux sociaux, quoi. Ça va être Twitter et puis les stories Insta, c'est ce que je vois passer là. Immobuzz, c'est une émission d'immobilier. Donc, c'est une parodie d'émission d'immobilier. Donc, en fait, pour pas que ça devienne trop chiant, parce que le sujet, on pourrait se dire qu'on l'épuise très, très rapidement. Mais du coup, c'est que justement, on va essayer de lier l'immobilier, mettons, à l'actu. Là, on fait de l'immobilier ukrainien parce qu'il y a la crise avec Poutine. Mais du coup, ça nous permet aussi de balayer beaucoup plus large que le simple secteur de l'immobilier qui en soi est quand même assez restreint. Mais voilà, ça nous pousse aussi à la créativité. On essaye de faire de la contrainte une source de créativité. Toi, tu nous dis, vous êtes tous en fait, à la fois de ce que j'ai compris, vous êtes à la fois réalisateur, vous êtes à la fois scénariste et tous et plus comédien. Qu'est-ce que tu recommandes comme équipe pour quelqu'un qui voudrait lancer une petite web-série? Parce que quand on n'a pas la chance d'avoir déjà autour de soi des Alors, youtubeurs aguerris, des gens qui font ça depuis 10 ans et qui savent un peu interpréter tous les rôles. oui, c'est sûr. Alors là, nous, on écrit et on joue. Par contre, on s'est entouré, et je pense que c'est le minimum, même si tu veux faire une web série, on a un réalisateur, mais donc au moins un chef opérateur, donc quelqu'un qui sait gérer la technique, donc une cam, et un ingé son. Pour moi, c'est vraiment le strict minimum si tu veux te lancer. Parce que si la qualité du son est dégueulasse, le son est même plus important, je pense, que l'image. Tu peux avoir une caméra un peu pas top, mais si le son est dégueulasse, personne va écouter ton truc, quoi. Est-ce que tu penses, pour ceux qui veulent se lancer vraiment avec un premier test, et là, on va dire que je prends mon cas personnel, j'étais à un brunch ce week-end et j'ai vu passer les nouvelles caméras de vlog. Alors, je dis pas la marque, Ouais. évidemment, hein, et d'ailleurs, c'est pas du tout sponsorisé, mais du coup, c'est une toute petite caméra carrée, une motion caméra. Et en fait, du coup, je suis allée Les voir le mec. caméras un peu d'aventure, Oui, je lui ai demandé ce que les c'était. trucs qui peuvent aller dans l'eau. Alors ouais, en fait là, c'est une caméra de vlog où tu vois le retour d'image et tu peux directement Ok. l'envoyer partout en Bluetooth, envoyer ton fichier. Enfin, et le mec m'a expliqué un peu les fonctionnalités, ça avait l'air dingue. Tu peux le plugger directement en USB. Enfin, moi, tu sais que ça m'a impressionné. Est-ce que tu penses qu'une petite caméra comme ça peut faire l'affaire ou pour Ah bah pour faire YouTube? du vlogging, oui, bien sûr. Après, c'est juste que nous, on essaye d'avoir une qualité un peu télé. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre un ingé son, etc. Ok. Ça dépend du niveau de qualité qu'on veut, mais pour faire du vlog ou des formats un peu plus légers, il y a vraiment pas besoin de se ruiner. Effectivement, tu peux partir sur du petit appareil, même pas forcément un gros réflexe. Je pense que pour moins de 1000 balles, tu peux avoir un truc qui est très correct pour du YouTube. Ça dépend du niveau de professionnalisation. Moi, je disais pour une web série, on va dire, qui se prend un peu au sérieux, le minimum, c'est au moins un ingé son, quoi, avec des micros HF et une perche. Si on travaille dans une grosse direction, dans un gros groupe, c'est mieux d'avoir un contenu léché qui fait bien encodir et du coup, ça vaut le coup de prévoir ces deux fonctions. Et si on veut tester soi-même et qu'on bosse dans une startup, ça vaut le coup de tester un peu son MVP avec les moyens du bord et donc du coup, une petite caméra, voire un iPhone, hein. Oui, bah, l'iPhone fait des belles images, hein, et le son est très bien. Moi, je connais plein de gens qui utilisent juste, c'est con, mais les écouteurs d'iPhone, ça fait vraiment un très bon taf. Donc, en soi, pour démarrer, c'est tout à fait possible. Alors, je l'ai pas encore testé, mais j'ai commandé un petit micro d'iPhone. Shure, tu te dis, mais elle est allée chez Jiffy ce week-end ou quoi? J'ai commandé un petit micro d'iPhone Shure qui se met directement sur l'iPhone. Je savais même pas D'accord, un que ça micro existait. externe. Ouais, mais tu sais, D'accord, ok. ça se met directement. J'ai commandé ça pour faire mes stories. Ok, bah écoute, j'espère que j'entendrai la différence quand je les Ouais, consulterai. bah on fera le test. J'ai pas encore testé. Mais donc du coup, ok, très bien. Pour la phase d'écriture, on est bon et on transitionne gentiment vers la partie logistique justement, qui apporte toujours son lot de galères
potentiellement. Tout Comment à est-ce que fait. tu t'organises? Parce qu'il y a quand même des éléments à gérer. Donc là, on a vu la partie ressources un peu, puisque c'était le même gang que pour Ouais, l'écriture. c'est pas mal de débrouillardise, on va se dire, s'il y en a un qui... Parce que nous, on a un plateau de tournage, donc ça c'est cool, parce qu'on est affilié à une vraie émission, donc on a un vrai plateau, donc ça c'est très cool. Donc ça, on n'a pas à s'en préoccuper. Et sur le plateau, il y a un fond vert à dispo, donc à ce niveau-là, on a toujours le même matos. Après, ça va plus être, moi, c'est un peu pitié, mais des perruques ou des costumes. Et ça, c'est le directeur d'écriture. En fait, on n'a pas de chargé de production. Quand il y a une vraie prod, il y a une chargée de production qui va aller chercher, s'il y a besoin de figurants, c'est elle qui va chercher ou les contacter ou aller chercher des vêtements, des perruques, des déguisements, des trucs comme ça. Nous, c'est tout la même personne qui fait. C'est Alex, qui est aussi directeur d'écriture parce qu'on est en économie très réduite. En fait, le rendu est assez pro, mais c'est fait très à l'arrache derrière, quoi. Je Bon, pense que bah, ça se voit sur certains points, on va pas se mentir. Et aussi, ça résonne avec la phase d'écriture, mais on s'arrange toujours pour avoir aussi des séquences qu'il n'y a pas besoin de tourner, en fait, où c'est juste de la voix off avec des images qu'on peut trouver sur Internet. Tu as des images de stock ou tu as des images de bâtiments ou de gens qui font des trucs, mais qu'on n'a pas tourné nous-mêmes. Tu vois. Ça enlève aussi un gros poids parce que ça permet d'alléger les journées de tournage et de reporter, on va dire, la pression sur la post-production. toi, je sais que tu as participé à plein de tournages différents, tu as fait plein d'aventures, tu as même travaillé avec des grandes marques sur des productions de films. Est-ce que tu as une... tu sais à laquelle je pense. Oui, je vois très bien. Est-ce que tu as une... Du porno. est-ce que tu as oui dire de plateformes qui permettent de louer des espaces? Comment ils font les professionnels pour pouvoir réserver des endroits de tournage? Est-ce que c'est que via les connaissances? Est-ce qu'il y a des trucs et astuces à Je savoir? pense qu'il faut pas mal miser sur les connaissances au début. Après, il y a un moment, il y avait YouTube, mais je crois que ça n'existe plus maintenant. Il y avait le YouTube Space à Paris, qui était un endroit dédié aux créateurs où, à partir d'un certain nombre d'abonnés, qui n'était pas colossal, mais je crois que c'était 5000 ou 10 000 peut-être. Mais en tout cas, tu pouvais privatiser des salles et louer enfin, même pas louer gratuitement du matos. Il y a des sites spécialisés. Je sais qu'il y a des sites qui s'appellent comme 1001 lieux ou des trucs comme ça. Je crois que c'est ça le nom, mais où tu peux louer des appartements pour les tournages. Après, ça chiffre assez vite ce genre de truc parce que c'est plus pour des productions professionnelles, pas pour faire du vlog en web série. Je savais pas que YouTube mettait à disposition des studios. Bah, pour le coup, en termes de... Mettait, je crois. Ouais, Je crois que c'est fini, mais ça existait pendant longtemps. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils mettaient à dispo un décor qui tournait chaque année ou tous les 6 mois, je sais plus. Donc, à un moment, il y avait un décor d'Élysée. Donc, si tu voulais tourner et faire genre t'étais le président, ben, tu pouvais y aller sur les 6 mois. Voilà. trop sympa. Et alors maintenant, à Paris, moi, je sais que j'en connais beaucoup qui vont à l'Anticafé, qui proposent justement des studios à louer pour pouvoir faire un peu de captation vidéo. Mais ça reste pas donné. Je sais plus, c'était entre 600 et 1000 euros, je crois, la journée, un truc comme ça. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, sur la partie logistique, voilà ce qu'on peut vous dire. Et puis après, il y a la réalisation. Sur la web série, en fait, c'est le réalisateur qui vient avec son propre matériel, avec sa propre Sympa. caméra, un truc hors de prix de très haute qualité. Je crois que c'est un Sony A7S III, si tu veux rentrer dans le détail. Il existe d'autres modèles de caméra. C'est pas un placement produit, c'est juste que c'est ce qu'on utilise. Et pareil, l'ingé son va venir avec sa propre perche, son propre micro et ses propres micros HF. Et moi, à titre personnel, j'ai investi dans un Sony aussi. Pas de bol, je peux pas varier les marques, mais bon, c'est un Sony A6600. C'est une caméra... je pourrais faire avec moins, mais ça me faisait plaisir d'avoir un bon matos. Je suis pas très fort pour m'en servir, mais donc je voulais un truc au moins avec un autofocus très performant, très dynamique. En Ok. tout, ça a dû me coûter 1500 balles, mais franchement, il n'y a pas besoin de ça pour commencer. J'insiste là-dessus, c'est juste que moi, je voulais me faire un petit peu plaisir. Voilà. Et après, la réalisation, nous, sur Imobuzz, on a aussi des petits rails éventuellement pour faire des beaux travelling. On a même un machin, une espèce de petite grue dont on se sert pas souvent, mais dont on peut se servir éventuellement. Parce que comme on a l'avantage d'être affilié à une vraie émission de télé, on a un peu de matos comme ça, très pro, quoi, on va dire. Tu le gères pas tout seul, la petite C'est grue, pas tout moi ça. qui réalise. Ah non, Ok. c'est pas moi qui réalise. C'est vraiment, en fait, on a un réal qui vient avec son matos. Et après, la grue, c'est pas très compliqué, quoi. C'est, tu clipses ta caméra dessus et après, il y a Ouais. juste à faire. Une seule personne peut le faire, en fait. Je vois ce que c'est les travelling. J'en ai fait certains, mais c'était assez maladroit. Mais et sans le vouloir. Mais du coup, je vois très bien ce que c'est un plan travelling. De toute façon, on invitera tous ceux qui écoutent l'épisode à aller voir à quoi ressemble du coup la web série finie, et ils vont pouvoir comme ça nous dire si ça se voit ou pas que c'est à l'arrache. Je suis sûre que ça se voit pas. Et puis parfois, si ça se voit, ça fait partie du charme. Et du coup, tu nous as expliqué un petit peu l'équipe qui était sur place. Tes acteurs, quand ils arrivent, comment ça se passe? Qui joue un peu le rôle du coup Bah, du on est un peu toujours c'est toujours la même équipe, donc on se connaît tous. On va dire qu'on fait un peu tous réalisateurs aussi.
En général, on fait 2 prises max, 2-3 prises, on va dire, max, parce qu'on n'a pas le temps de faire plus, et puis qu'en général, on arrive à le rentrer en 3 prises. Juste, voilà. Si vraiment on n'a rien de bon, on le refait, mais sinon, non, bah, on a le réalisateur, donc c'est lui qui va un peu donner les consignes, mais après, tout le monde est amené à donner son avis. Si on a une idée d'intention ou de. C'est vraiment à la cool, quoi. C'est pas un tournage, j'imagine, sur un plateau de ciné, c'est beaucoup plus strict, mais le fait que tout le monde puisse proposer, ça permet aussi d'avoir le meilleur, quoi. Donc, il y a pas de chef sur ce plateau, et c'est ça aussi qui fait que c'est bien, que c'est détente et que. Vous êtes 100% lean management, quoi. C'est ça, les entreprises du futur. Sans doute. Sans doute. Et du coup, Flex office. du coup, sur la partie réalisation, tu nous as dit que tu étais pas mal assisté. Quand on n'a pas la chance d'être assisté, qui est-ce qui doit être présent sur le plateau? Peut-être comment on fait? Est-ce que tu as des trucs et astuces pour sourcer des figurants, des professionnels? Est-ce que vous passez par Fiverr? Est-ce que vous passez par Malte? Est-ce Non. qu'il y a d'autres plateformes? Non, mais tu rigoles, mais justement, on connaît pas. J'avoue que je sais pas. Je sais qu'il y a des sites genre figurant.com où tu peux trouver et proposer des annonces de casting, etc. Mais nous, on se sert pas de ça. On fait appel à nos potes de YouTube, etc. En fait, on n'a jamais besoin de figurants sur Imobuzz. On est déjà 4, donc on doit déjà tous se trouver des rôles. Et en plus, il y a un segment à la fin de l'émission, généralement une interview, où on fait venir un invité. Comme ça, il a son moment à lui de 3-4 minutes. Mais bon, en général, on va taper dans les gens qu'on connaît. On connaît vraiment plein de gens de l'audiovisuel. Donc, J'imagine. voilà. En moyenne, tu dirais un épisode de 10 minutes. Combien de temps est-ce que ça met à produire? Est-ce que c'est un cliché de dire souvent tu le fais en une seule prise? L'autre jour, j'avais un espèce de monologue, je l'ai passé du premier coup. On a refait d'autres prises derrière où j'ai été mauvais à chaque fois. On aurait pu garder la première au final. On a retenté quand même pour essayer d'avoir autre chose, mais au final, on a gardé la première qui était la seule correcte. Donc, on aurait pu, mais par sécurité, c'est quand même toujours bien d'en faire 2 parce que parfois, tu peux avoir sur une prise, sans t'en être rendu compte, un bout de perche qui dépasse ou Ouais. toi, t'as un peu ripé, mais au moment, on s'en est pas forcément rendu compte. C'est toujours bien en sécu pour le montage d'avoir 2 à 3 prises, on va dire. Et différentes pellicules, au cas où. Évidemment, évidemment, dans ton siècle, sans doute. Du coup, dernière partie, la partie diffusion. Ça, c'est le gros écueil en général. On s'imagine en production de contenu souvent. Donc toi, tu diffuses avant d'avoir post-produit. Donc toi, tu fais pas de montage. Mais tu nous as dit que tu déléguais cette partie-là. Ah non, tu Bah, fais. je délègue, mais on peut en parler. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un. En fait, Ah, nous, dans notre cas, c'est le réalisateur qui prend en charge le montage, ce qui est pas du tout toujours le cas, mais lui, il est monteur aussi, il fait ça super bien. ok. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une écriture à part entière. En fait, il y a 3 écritures. Tu as l'écriture pure du début, tu as la réalisation et tu as le montage qui ramène vraiment un vrai rythme. En fait, le montage, c'est hyper important, ça peut permettre de sauver des prises ratées, ça peut permettre de dynamiser des séquences. Souvent, il y a une vraie écriture. Souvent, nos interviews, par exemple, elles sont très longues et on enlève, allez, on va dire, un tiers des vannes juste pour dynamiser et rendre le truc le plus efficace possible. Donc, c'est quand même vraiment important. Et après, on peut diffuser. Ok. Alors du coup, pour ceux qui veulent monter, faire monter leur vidéo, c'est quoi, pareil, le temps, si on devait cartographier un petit peu, c'est quoi le temps moyen de montage d'une vidéo de 10 minutes? S'il n'a pas à chercher on va dire, de ressources externes, Ouais. ça peut aller très vite. Franchement, en 2 heures, tu peux faire un montage de 10 minutes Ok. si tu es efficace. Ce qui va prendre du temps, c'est par exemple, quand je te disais, on fait des fausses pubs où on tourne juste les voix off. Lui, il va devoir aller chercher plein d'images à droite, à gauche. Il va devoir rajouter des petits effets. Tu vois, à chaque fois, on crée une fausse agence immobilière dans chaque émission. Et il faut qu'il fasse un logo. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il s'enlève de son logiciel de montage, qu'il s'emmerde à prendre 20 minutes pour faire un petit logo. Et ça, du coup, c'est du temps en plus. Donc là, Ok. tu arrives vite à une demi-journée, voire une montée de montage, dès que tu as ce genre de petites fantaisies ou de petits trucs, quoi. Ça peut très vite monter. Trop bien. Après le montage, il y a une autre étape que j'oublie encore, ou est-ce qu'on passe à la diffusion? Ah, je sais pas. Est-ce qu'à ce moment-là, peut-être vous le faites tester, le contenu? Non, on le fait pas tester, on le teste entre nous. On reçoit une V1 en général. Le monteur nous envoie une V1 et après on lui dit peut-être qu'on peut resserrer un peu telle partie parce que c'est un peu trop bavard. Là j'aurais enlevé cette vanne. Bon, c'est plus des petits retours. En général, c'est assez proche de ce qu'on va garder. Et après le monteur fait ses petites modifs et après, il y a une dernière étape, c'est le mixage. C'est-à-dire que l'ingé son va faire toute une repasse sur le son pour s'assurer que les niveaux sonores soient bien équilibrés, que les voix sont toujours audibles par rapport à la musique et ce genre de choses.
Voilà. Après, sur un vlog, il n'y a pas besoin de faire ça. Moi, quand je fais des vidéos, je fais très très peu je touche à peine au son, voilà. Mais sur une émission comme ça, on essaye que ce soit le plus quali possible au son et à l'image, quoi. Ok, trop bien. Et ben, partie diffusion, ça y est, comment est-ce que tu fais pour maximiser la diffusion de ton contenu? Parce que ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'en général, on a tendance à penser que une fois qu'on appuie sur le bouton, c'est fini. Et en fait, c'est une vraie grosse deuxième partie de travail qui commence. Comment Ouais. est-ce que toi, tu synchronises, peut-être tu fractionnes ton contenu pour maximiser la visibilité de ce que tu produis? Sur un truc comme ImoBuzz, je suis assez partisan de mutualiser les vues au même endroit. Donc, on va pas poster l'émission sur Insta et sur YouTube et sur machin. On poste l'émission sur YouTube et on relaie le lien de la vidéo YouTube sur Insta, sur Twitter et sur nos autres réseaux. Mais moi, je suis pour que les vues se fassent au même endroit. Quitte à ce que les gens n'y aillent pas. S'ils ont la flemme de cliquer sur le lien sur Insta et qu'ils veulent pas voir la vidéo YouTube, tant pis. Mais voilà, au moins, ça fait le maximum de vues en un point, en un endroit, quoi. Après, moi, à titre personnel, j'ai pas mal de réseaux différents. Quand je produis du contenu, j'essaye toujours de le mettre là où c'est le plus pertinent en termes de réseau. Par exemple, je poste souvent mes trucs et sur LinkedIn et sur TikTok, parce que quand je fais des parodies de millionnaires ou de trucs comme ça, parce que ça résonnera le plus sur ces deux réseaux-là. Après, quand je fais des trucs un peu plus buzz, un peu des parodies de format qu'on va trouver sur Facebook, je vais évidemment le balancer sur Facebook et aussi sur Twitter parce que ça retweet pas mal, pas sur Instagram par exemple. Voilà, donc j'essaye vraiment d'adapter le contenu au réseau et c'est pas parce que j'ai fait un truc que je me sens obligé de le balancer sur tous mes réseaux. J'essaye de faire là où c'est le plus pertinent. Est-ce que tu as déjà testé les formats qui marchent bien en général aussi, c'est mettre les coulisses. Est-ce que tu fais des trailers? Est-ce que tu teases avant? Est-ce que juste après, un petit refresh de ce qui s'est passé avant? Est-ce que c'est des choses que tu as Alors testées? oui, ça m'est déjà arrivé de faire du teasing, mais en général, je préfère balancer le truc quand il existe parce que Ok. teaser, c'est le risque de décevoir. Donc, moi, je suis assez partisan de balancer le truc quand il est prêt, sauf si vraiment il y a un gros truc. Quand j'avais fait ma vidéo pour Dorsel, je l'avais teasé en amont parce que le teasing faisait partie de la stratégie de com. Mais sinon, tu vois, ImoBuzz, on en parle déjà une fois par semaine. J'ai déjà l'impression de faire chier les gens tous les dimanches en Ouais. postant le lien de la vidéo. Donc non, on fait pas de bande-annonce en disant, genre en milieu de semaine, on va pas dire, soyez présents dimanche au rendez-vous. Non, c'est too much. Tu vois, moi, je suis pour la communication, on va dire efficace, en tout cas le plus efficace possible. Donc, quand t'as le truc, tu le balances. On fait pas de repost non plus après. Moi, ça m'arrive quand je fais des grosses vidéos qui me demandent beaucoup de temps sur ma chaîne, je vais éventuellement faire un repost le lendemain en disant, ah, si vous l'aviez raté, voilà, je vous le reposte un coup, mais jamais plus d'une fois parce que je veux pas être relou, quoi. Après, j'estime que si mon contenu est suffisamment bon, il sera mis en avant par les algorithmes, et puis sinon, tant pis, c'est pas grave. Mais je tiens à une espèce d'intégrité de communication, j'en fais jamais des caisses parce que je veux pas être relou, quoi. Voilà. Aussi, le fait d'avoir un invité, tu nous disais que tu avais un invité par épisode, bah en fait, Ouais. ça permet naturellement d'aller toucher à chaque fois, j'imagine, de nouvelles Oui, audiences complètement. puisque l'invité repartage. En plus, on va pas se mentir, on prend des gens de qui on est proche et qui sont très sympas, mais souvent des gens qui ont déjà une petite communauté de base. Après, c'est pas que parce qu'ils ont une communauté, c'est aussi parce qu'ils sont cool et qu'on s'entend bien et qu'on aime bien ce qu'ils ont à proposer en termes d'univers. Mais le fait qu'ils aient une communauté va évidemment jouer dans ouvrir l'émission à un nouveau cercle, on va dire, d'audience, quoi. Et vos partenaires, justement, tu nous disais, on a la chance de bénéficier d'un plateau télé, tout ça. Est-ce que, du coup, tu as des partenaires? Je sais même qu'il y a des youtubeurs qui sont en partenariat avec YouTube. Il y a pas longtemps, il y en a un qui m'expliquait qu'il était payé pour faire des shorts, par exemple. Ça, le commun des D'accord. mortels de l'extérieur, on le sait pas forcément. Je Est-ce ne que savais toi... pas non plus. Ah ouais, bah oui, j'ai Je savais pas appris. qu'on pouvait être payé pour faire des shorts. Non, mais j'imagine qu'ils veulent. Je sais que TikTok avait beaucoup rincé les influenceurs au début. Voilà, je ne savais pas que YouTube le faisait avec les shorts. Je pense que je suis pas encore assez gros sur YouTube pour avoir accès à ce genre d'opportunités. Mais par contre, Il te nous, on est. connaissait. En tout cas, Clément, il te connaissait. Je suis connu des bonnes personnes. Ouais. J'ai cette chance-là. J'ai pas une énorme audience, mais j'ai une audience très qualifiée. Euh, mais ouais, nous, on bosse. Alors, c'est pas un partenariat, c'est vraiment, en fait, pour te la faire courte, on bosse avec une émission télé qui existe vraiment, qui est diffusée sur TMC. Et le producteur de cette émission télé, pour faire venir des gens sur la chaîne YouTube de son émission, il s'est dit, ah, on va faire appel, on va développer une émission, une fausse émission parodique, et qu'on va diffuser sur la même chaîne et qui fera venir du monde. Et effectivement, ça marche. Ça monte doucement. On est qu'à 3000 abonnés, mais les 3000 abonnés, à mon avis, ils viennent à 95% parce qu'il y a notre émission ImoBuzz et pas pour les autres vraies émissions. Après, est-ce que ces personnes-là regardent du coup la vraie émission qui est postée sur la même chaîne?
Je n'en sais rien, la question se pose. En tout cas, nous, on s'éclate à faire ImoBuzz et c'est l'essentiel. Mais voilà. Eh ben, trop bien. Et merci pour tout ce que tu nous as livré pendant l'épisode. Justement, c'est le moment d'aller regarder ce qui se passe du côté de ImoBuzz. Du coup, là, au moment où on se parle, vous en êtes à combien d'épisodes? Est-ce qu'on va avoir la suite? Est-ce que la suite est encore... Alors, Bah là, on en est, il y a l'épisode 7 qui sort dimanche et l'épisode 8 est déjà prêt. Enfin, en tout cas, il est déjà tourné, il faut qu'il soit monté. Et là, on est en train d'écrire, là, aujourd'hui, par exemple, j'ai passé ma journée à écrire les épisodes, du coup, 9, 10, 11, 12, donc la prochaine session, qu'on tourne dès la semaine prochaine. On va tourner les 4 épisodes d'après la semaine prochaine. Voilà. Ok, Donc, trop bien. Est-ce qu'à un moment, tu inviteras un de tes fans à venir faire l'invité mystère de ImoBuzz? Ce serait drôle. François? Non. Non, À quel point je suis on mal à l'aise invite que devant des une gens caméra. exceptionnels. On invite que des gens exceptionnels, des gens avec énormément d'abonnés, parce qu'on est Beaucoup très de charisme. intéressés par le buzz. Voilà. Donc, je pense pas qu'on invite malheureusement nos viewers, mais voilà, croyez en vos rêves et n'abandonnez jamais. Et vous pourrez avoir votre propre ImoBuzz, j'espère un jour. Voilà. Est-ce qu'on peut t'écrire quand même quelque part? Est-ce que tu réponds sur un de tes formats? Oui. Alors sur Insta, si on m'envoie un truc intéressant, je réponds. Mais si on m'envoie juste des petites flammes en story et tout, j'ai trop de messages dans mes spams et du coup, faut vraiment que ce soit intéressant. Même juste, c'est con, mais un simple compliment, je vais pas forcément répondre, même si ça me touche et c'est gentil. Et souvent, je lis à peu près tout ce que je reçois. Mais il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée à ce qu'on m'envoie. Sinon, j'ai pas trop le temps. Trop Après, bien. j'estime que je suis suffisamment inspirant et que je donne suffisamment aux autres gratuitement pour que ça suffise. En toute Pression, modestie, bien sûr. très bien. Je mettrai tes liens dans les ressources de l'épisode. Merci pour ce N'oublie que pas tu nous as... LinkedIn. T'oublies pas LinkedIn. J'oublie pas LinkedIn, ton canal d'acquisition prioritaire, comme tu dis toujours. Exactement. Et merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao. Salut les Marketing Squaros. Marketing Square.